Merci le public, merci beaucoup pour cette ambiance. Franchement, les gars, c'est bon. Hein? Je suis un peu nostalgique ce matin-là. Allez, coin, tout le monde. Coin. Allez, c'est l'automobile. Là-bas. Allez. Qui va à la ville, on a gagné loin. C'est bon. Merci beaucoup, les gars, merci. Qui veut ma veste? Tu aimes cadeau, hein? Merci beaucoup, Caroline. Oui, vraiment, j'ai fait le show, ouais, très nostalgique ce matin. Ouais, souvent, c'est bon de revenir un peu en arrière et puis de. Tu vois, à l'époque, c'est le locomobile. Souvent, même là, les phrases là, on ne le maîtrisait pas même. C'est le locomobile qui n'attendait loin. Point, bras, c'est vrai. Je suis très. Mais ça va? Eh oui! C'est aussi ça, c'est midi, un retour à l'enfance, un retour, on va dire, à nos sources et pourquoi pas cette émission qui nous plonge de temps en temps dans une ambiance bon enfant. Merci beaucoup, très cher public, d'être en notre compagnie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous sommes heureux, contents d'être avec vous et avec vous sur le plateau, avec moi, sur ma gauche, Méliane Cuny. Affaire à ne pas faire, c'est avec elle. Alors, Méliane, aujourd'hui, on aura droit à quoi? Aujourd'hui, on va parler d'une pathologie, vraiment. Une pathologie qui fatigue. C'est la rhinothylaxomanie. La quoi? La rhinothylaxomanie. C'est la maladie des rhinocéros? C'est une pathologie qu'on a tous, malheureusement ou heureusement. Seulement qu'on change en fonction du cadre. Il y en a qui le font en public. Ils n'arrivent pas à s'arrêter. Mais ce qui est sûr, on en reparlera de ça tout à l'heure. Non, vous savez bien. Ce sont les habitudes, les mauvaises habitudes. Justement. Langagères. C'est pour ça que je dis on en reparlera de ça. Tout ça, c'est dans l'affaire. Mais il y a des enfants avec nous. Hein. Bon. Il y a des enfants qui nous regardent. Pour les enfants, on va dire, on parlera de ça tout à l'heure. Ou on en reparlera. Ou on en reparlera. Merci beaucoup, Méliane Cuny. Hashtag Pokpato avec Alissar Zena. Oui, Caroline. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Alors, au menu aujourd'hui, vous aurez un artiste international qui sort avec une Ivoirienne. Oui. Peut-être c'est moi, peut-être c'est pas moi, mais bon. Ensuite, vous aurez l'humilité de certaines stars et nous allons terminer avec les ex qui partent et qui reviennent à chaque fois. Voilà. La suite, ça sera pour tout à l'heure. Docteur Bougita. Docteur Philo, j'adore votre costume. Je vous en prie, mais... Vous êtes un vrai artiste. Ouais, mais c'est des risques quand on s'habille comme ça. Hein. Franchement, en fait j'ai un souci, c'est que j'ai des problèmes pour m'asseoir en fait. C'est tellement plaqué, c'est ça, je ne sais pas s'il faut... Attendez. Mais là, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir, vous pouvez vous arrêter. Prendre ça. Oh, mais là, c'est stratégique ça. Quand on est plaqué, il faut prendre ce crayon. Ouais, attention. En fait, moi j'ai un souci. Oui. C'est quoi que vous avez au... Ça, c'est quoi? Voilà. Non. Un foulard, c'est un nœud. Un rideau. Non, c'est pas un rideau. C'est celle qui met les micros là qui a noué ça comme ça. Moi, mais c'est même pas même. Elle m'a dit que ça me va bien. Bon, moi aussi j'ai accepté. Je dis. Bien. Moi, je trouve ça très beau en tout cas. Ah, d'accord. J'ai de la chance alors. Vraiment, heureusement pas chaque fois. Bon. Il y a toujours quelque chose à dire sur ma tenue, mais aujourd'hui quand même. Ah là là, merci beaucoup. Merci. Et dans quelques minutes, nous aurons l'occasion de recevoir sur ce plateau un brillant chef d'entreprise. En tout cas, on dira c'est un jeune qui a de très longues dents en termes d'ambition, je veux dire. C'est un entrepreneur tout simplement. Et l'entrepreneur, vous le savez, c'est une personne qui est prête à mettre sa carrière, sa sécurité financière, son temps, son capital, tout cela en jeu pour une entreprise et il y a toujours des risques. J'ai toujours aimé prendre des risques dans le business. C'est le thème du jour. Voici donc le point de vue de notre docteur en humour, docteur Philo. C'est parti. Moi, je dis que la vie même est faite des risques. Hein. Voilà, le fait de s'habiller comme ça. Rien, voilà, tout est risqué ici. Le public est là, vous applaudissez, la pomme peut s'exploser à un moment donné. C'est des risques. Tu fais des risques. La vie même, tout ce qu'on fait là même, là, c'est risque. Et comme vous l'avez dit, qui ne risque rien n'a jamais rien. Il faut risquer. C'est-à-dire, il faut oser.
Tu n'oses pas, pour entreprendre, là, il faut oser, au fait. Pour rester là, tu as l'argent, si tu amènes à Canaries, déployer dans la maison, ouais, ça produit comment? Même, moi, je veux dire que, même à la naissance même, une femme, quand on vient au monde, c'est des risques. Quand on vient au monde, soit on devient turbulent, soit on devient sage. C'est des risques. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller dans le kiosque de Diallo, tu parles gros français, on te dit il faut mettre piment dans la spaghetti, tu dis il faut épicer. Et puis tu te demandes, je n'ai qu'à pisser, je n'ai qu'à épicer. Tu dis il faut épicer. Il prend le spaghetti, il rentre. Donc, c'est voilà, tout ce que c'est midi sur ce plateau, c'est des risques. Quand la direction générale a été prendre l'engagement sur elle de produire une telle émission d'envergure, suivie, aimée, les gens nous adorent. C'est des risques qu'on prend. Chaque jour on parle ici là, c'est des risques qu'on prend. On peut parler. Ah ouais. Moi je peux. Mais Dieu, quand tu viens sur la tête, Dieu même tous les mots que tu dois dire là, c'est déjà écrit. Tout est préparé d'avance. Je parle. C'est pourquoi souvent je m'abstiens souvent de beaucoup parler. Parce que je veux pas que. Parce que moi je prie Dieu, pardon. Faut pas un jour mes paroles que tu as écrites là. Faut pas. Ça va finir un jour sur ce plateau. Parce que c'est ça. Parce que ça peut finir un jour. Ça peut finir. Je peux être là un jour. En train de parler, voilà, Gardez me donne la parole, voilà la chronique, voilà, la chronique de Philo, nous parlons aussi des risques de la vie. Parole là est finie. Parole là est finie. Donc j'ai pris Dieu. Donc tout est risque, Je veux dire que dans la vie, il faut savoir qu'il y a deux formes de risques. Il y a les risques positifs et les risques négatifs. Voilà, les risques positifs et les risques... c'est le développement. Voilà, les risques positifs et les risques négatifs. Même quand tu vas prendre une femme que tu ne connais pas bien, tu vas marier, c'est un risque que tu prends. À la mairie, on dit, monsieur, on met alliance, et vous pouvez embrasser la mariée, et puis il vient embrasser la dame. C'est faux, là. Oui, non, juste un truc. Vous avez envie de m'embrasser là? Non, juste pour faire le truc. Voilà, c'est pour le truc. J'ai eu peur, non. C'est moi, mais il y a tes gars. On sait jamais, hein. Il y a tes gars. C'est la totale. Oui. Mais là, vous venez de prendre un risque. Parce que vous avez essayé de l'embrasser, ça c'est un risque. Voilà, c'est des risques. Et nous sommes en direct, c'est des risques qu'on prend. Donc je disais que le gars, il veut on dit embrasser la mariée, il arrive. Et puis la dame lui met à l'oreille, dit, embrasse-moi, mais ce que tu cherches dans le mariage, je vais te donner tout de suite. C'est toi seul qui as entendu ça, c'est des risques. Et ça te risque et péri, vous partez. Mais quand je parle des risques positifs, rapidement pour terminer, je dis qu'une dame qui était paralysée, ça fait 2 ans elle était paralysée. Comme ça fait 2 ans elle était paralysée, elle est montée sur un immeuble là, au 2e étage, elle a sauté. Quand elle est descendue, boum, elle a retrouvé l'usage de ses jambes. Ça, c'est des risques. Mais qu'est-ce qu'on appelle risque? Ça va encore durer 3 mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle risque négatif? Mais son voisin qui était paralysé aussi, ça fait 10 ans. Il est monté au 10e. Il a arrêté là, il veut sauter. Il faut sauter. Ça, tu sautes dans ça, tu vas. Ça veut dire que tout va se casser encore. C'est ce qu'on appelle risque positif, négatif. Donc ça veut dire que tout faut des risques. Tout c'est pareil. Donc voilà, la vie c'est comme ça. Il faut prendre des risques pour pouvoir. Oui. Vous avez un plus grand risque ici. C'est quoi? De l'avoir lui sur le plateau. Merci beaucoup, Méliane. Un risque que j'aime quand même. Voilà, je veux vous terminer. J'ai dit qu'on vit une... Ah, c'est pas encore fini. Non, j'ai dit qu'on vit... Ça, c'est un risque. Ouais, c'est un risque que vous prenez quand même de continuer. Dépasser les 3 minutes de ma chronique. Allez-y. On ne vit qu'une seule fois. Il faut prendre des risques, c'est ça. Moi, je dis, la vie, c'est comme un livre. On le lit, il faut le lire, il faut le lire. C'est à la fin, vers la fin du livre, que tu dois te rappeler, que tu vas constater que tous les paragraphes, tous les chapitres que tu as lus étaient positifs, étaient nécessaires. Donc, il faut prendre des... Puis, il y a des mots que tu peux croiser. Tu peux lire leader, les adheurs. Merci beaucoup. Donc, c'est des choses que... c'est des risques de la vie, voilà. Oh. Voilà, c'est des choses. Merci. Peut-on toujours réussir en affaires? La question donc a constitué l'objet de notre micro-trottoir. Voici quelques éléments de réponse. Les affaires, bon, c'est possible. Mais quelque part aussi, il faut dire que pour réussir les affaires, il faut que l'argent circule. Parce qu'en réalité, pour réussir une bonne affaire, d'abord, il faut avoir les moyens. Il faut que ces moyens-là soient prospérés dans certains domaines. Il faut avoir des gens sûrs avec qui faire des affaires. On prépare une affaire, on voit les opportunités, les moyens dont on va mettre à la disposition de cette affaire-là pour réussir. Et donc, il y a tout un ensemble de facteurs à réunir pour réussir son affaire. On peut réussir en affaire si on a la volonté, la foi et puis on est optimiste. On peut toujours réussir en affaires si on se donne la conviction, on se donne l'espoir, les moyens de réussir l'activité qu'on veut exercer. Parce que toute chose qu'on veut faire, si on se donne la volonté, on a la volonté de réussir cette chose-là. Et même si on a peu de moyens, ça peut réussir avec aussi la foi, la grâce de Dieu, ça peut réussir. En affaires, on peut réussir dans la mesure où on a bien peaufiné les éléments de notre projet d'affaires. Et voilà,
Nous sommes sur le point de recevoir notre invité témoin du jour. C'est pourquoi je vais vous demander de vous lever parce qu'il mérite de vives ovations. Il est fondateur et directeur général de Pulsar Partners. Il est de profession économiste, statisticien de formation. Il a été auparavant vice-président et chef économiste d'une grosse entreprise de la place. Mesdames et messieurs, Karius Youssouf est notre invité du jour. Karius Youssouf, sous vos ovations. Et j'ai oublié de vous dire qu'il est très jeune. Jeanne est déjà un modèle, je disais, c'est un invité aux longues dents, un entrepreneur acharné. Eh bien, il ne se fatigue pas. Il est là sur le plateau et on est très, très heureux de l'avoir et d'écouter son témoignage. Youssouf, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Ce Midi. On est très, très heureux de vous avoir ici. Alors, je le disais, hein, vous êtes chef d'entreprise, mais vous avez une histoire, on dira, atypique. Déjà, vous êtes ivoirien, vous êtes de père ivoirien, d'une mère martiniquaise, vous êtes né à Marseille et à l'âge de 5 ans, toute la famille décide de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Et c'est à ce niveau que je m'arrête pour vous donner la parole afin d'écouter votre mélodieuse histoire. Mélodieuse, c'est un bien grand mot. Écoutez, effectivement, je suis né à Marseille. J'ai un profil peut-être familial un petit peu atypique, effectivement, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, les métissages marseillais, on va dire ivoiro-marseillais, sont plus ou moins rares. Donc moi, je rentre avec ma mère, mes sœurs et mon père en Côte d'Ivoire. À l'époque, je suis encore tout petit, hein, donc je fais mon cursus primaire à Yopougon. J'habite à Ouassakara, ce qui est aujourd'hui encore, mais j'ai certains de mes amis qui ne savent pas. Bon, moi, j'ai grandi à Ouassakara. Je suis un pur produit de la jeunesse de Yopougon. J'y ai fait toute mon enfance. Mes meilleurs amis, certains y sont encore. Et c'est vrai que j'ai évolué dans cet environnement-là très très jeune. Et quand vos parents quittent Marseille, en fait, c'est à Ouassakara qu'ils s'installent. Exactement. Et votre père, que faisait-il? Alors mon père est tailleur de formation. Je suis issu d'une famille quand même assez modeste. Mon père est tailleur de formation. Ma mère a un niveau relativement bas comparé à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Elle s'occupe de la famille, elle ne travaille pas. Mais maintenant, c'est un travail à plein temps, hein. Je veux dire, quand on a 5 enfants dont on s'occupe, pour moi, c'est quand même un travail. Et elle le fait avec brio. Moi, j'évolue dans ce milieu-là, c'est vrai, à l'époque, sans mentalement y être vraiment, parce que je me dis, j'ai toujours pensé dans le courant de ma vie que j'étais différent des différents environnements où j'ai évolué. Je me sens particulier, fondamentalement. Et pas particulier dans le sens où je suis au-dessus, parfois en dessous, hein, j'ai mes défauts, mais je me sens particulier. J'ai toujours estimé que mon parcours doit être relativement atypique. Vous vous sentez particulier parce que vous avez fait l'école primaire à Saint-André, à Yopougon. Pas forcément pour ça. Et en fait, pour vous retrouver après à Mermoz, ou oui, c'est tout autre chose? Bien sûr, c'est tout autre chose. En fait, pratiquement, quand j'arrive à Ouassakara, bon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce genre de quartier-là, c'est des quartiers très précaires. C'est des quartiers très précaires, donc j'arrive, on se dit, bon, c'est le petit blanc qui est arrivé, donc tous les petits du quartier essaient de vous tester, ce qui est un peu naturel. Donc ça fait qu'on se forge un petit peu une sorte de carapace. Moi, cette carapace-là, je l'ai eue très très tôt et je l'ai renforcée au fil du temps. C'est-à-dire que dans tous les environnements où je suis passé, j'ai toujours eu cette petite carapace-là qui me permet de éventuellement me protéger en cas d'agression. Voilà. Parfois, vous vous sentiez agressé quand vos petits camarades vous traitaient de petits blancs? Ah ben, bien sûr, c'est pas juste qu'on vous traite de petits blancs, c'est que parfois je me faisais réellement agresser physiquement. Donc, ah ben, bien sûr, ça arrive. Bon, c'est des quartiers. Ouais, les jeunes, on vous arrachait votre petit déjeuner, votre goûter. Quand on est petit, on ne réfléchit pas beaucoup, on se bat tout le temps. Donc, bon, moi aussi, j'ai appris à me battre. Donc, naturellement, j'ai appris à me... Mais bien sûr. On peut le vérifier? Non, plus maintenant. Je suis un peu rouillé, là, c'est bon. Donc, si vous voulez, quelque part ça apprend aussi à relativiser sur la vie qu'on peut avoir, sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Parce que c'est vrai que, bon, plus tard dans mon parcours, quand je finis mon primaire et que je rentre au collège, effectivement, je rentre dans une école française, Mermoz, juste à côté, qui est, je veux dire, complètement un monde à part, qui n'a absolument rien à voir
avec le monde dans lequel j'évolue depuis lors. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la situation financière des parents qui a évolué pour que vous quittiez Saint-André pour Mermoz. On sait que c'est deux mondes différents. C'est vrai que j'ai cette chance-là quand même d'avoir la double nationalité. D'accord. Et je bénéficie aussi d'une bourse française qui m'ouvre la porte du collège français local. Donc naturellement, bon, en termes d'infrastructure éducationnelle, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un gros avantage, il faut le reconnaître. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir étudier dans ce type d'école. Aujourd'hui, mes enfants y sont, donc je suis plutôt content. Expliquez-nous un peu, je veux dire, ce que vous avez vécu à cette époque. On se retrouve dans les années 96, hein, où la commune de Cocody faisait encore rêver. Là, vous quittez Ouassakara pour venir à l'école à Mermoz. Je veux dire, c'est quand même un changement de milieu et c'est le même parcours que vous faites chaque jour. Changement d'environnement, changement de milieu. À quoi vous êtes confronté? Écoutez, c'est particulier parce que c'est vrai que de la journée au soir, c'est-à-dire que du matin quand on va à l'école, au soir quand on rentre à la maison, on se retrouve dans deux environnements qui ont mais absolument rien à voir. Et moi, en tant que personne, parce que je veux dire, entre ces deux environnements-là, je suis le même, hein, je ne change pas du tout au tout. J'ai un de mes meilleurs amis qui est au quartier quand je rentre, qui vit dans une petite cabane en bois avec sa maman et sa tante à côté, d'ailleurs avec qui je travaille aujourd'hui, qui est employé dans la société, en réalité, à cette époque-là, moi, ça m'impressionne parce que j'ai des amis comme ça qui, à l'époque, bon, on est au collège, certains sont encore au primaire en train de lutter un peu sur le CP, etc. Il y en a qui étudient avec des lampes tempêtes à côté de moi. Bon, moi, j'ai la chance, bon, mes parents ne sont pas non plus, je veux dire, on ne crève pas de faim, on a quand même un certain niveau. Donc, on a un toit, on a l'électricité, mais à côté de moi, ça me permet quand même d'avoir des gens en face qui parfois survivent et qui ont ce goût-là de l'effort que moi, j'apprends aussi. À la fois, je l'apprends avec mes parents, à la fois, je l'apprends dehors aussi. Après, c'est vrai qu'à Ouassakara, il faut avoir cette maturité-là quand on est jeune, de garder la tête sur les épaules, de garder la tête froide. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cet environnement-là. D'ailleurs, il y a des jeunes de ma génération qui ont très très mal tourné, qui ont vraiment dérapé. Ouais. Et ça, effectivement, c'est la majorité de la jeunesse de Ouassakara qui est confrontée encore aujourd'hui à ce problème-là. Donc, il faut garder la tête froide. Et en face, moi, je considère que ces gens-là que j'ai pu côtoyer, sont vraiment des héros, parce que pour moi, il faut être un héros pour pouvoir étudier, continuer voir le futur dans ce type d'environnement-là. Justement, je reviens un peu à la question. C'est vrai qu'on a essayé quand même de faire le tour, mais comment est-ce que vous arrivez donc à gérer, je veux dire, tout cela? Quand vous vous retrouvez dans un monde où avec des enfants dont les parents sont aisés, vous avez dit « je ne change pas, je reste moi », mais est-ce que le comportement de Ouassakara, vous le transportez à Mermoz où vous fréquentez? Mais en fait, moi, je n'ai jamais eu de comportement de Ouassakara. J'ai eu un comportement et la carapace, vous l'avez ôté arrivé à Mermoz? Ah oui, la carapace, je l'ai toujours. Je l'ai toujours, même encore aujourd'hui, je l'ai. Je veux dire, bon, c'est pour ça qu'en réalité, il y a très peu de personnes qui connaissent mon histoire, parce que, à part mes très très proches, je ne me livre pas toujours comme ça. J'ai toujours cette carapace-là autour de moi. Mais ce qui est particulier entre ces deux environnements, moi je reste le même. J'ai jamais dévié de mon comportement. Est-ce que ça vous fait quand même avoir un plus ou ça vous fait gagner quand même une longueur d'avance sur les autres qui n'ont pas forcément connu les difficultés, je ne dirais pas de vous que vous connaissez, mais que vous vivez au quotidien, puisque vous voyez la souffrance d'autres enfants qui n'ont pas forcément, on va dire, les mêmes moyens? Mais complètement. Moi, je pense qu'un des avantages que j'ai eu aussi dans mon parcours professionnel, même mon parcours universitaire, c'est que très vite, j'ai pris conscience de ça, justement. J'ai pris conscience du fait que c'est un avantage pour moi d'avoir côtoyé ce milieu-là, de savoir les réalités de la vie, de savoir qu'en cas d'échec, il y a des perspectives qui peuvent être vraiment violentes, socialement, sociétalement. Et ça, pour moi, c'est un avantage et je le vois très, très tôt. C'est-à-dire que dès que je rentre au lycée, moi, toutes ces questions-là, je me les pose. Je veux dire, la plupart de mes amis ne se les posent pas. Je me souviens, quand j'arrive à la fac, bon,
Je suis allé à Toulouse, moi, étudier dans une fac à l'université publique en économie. La plupart de mes amis, il y en a, par exemple, qui font des dépressions parce qu'ils sont dans des studios à 20 mètres carrés. Enfin, moi, je suis dans ma petite chambre de CTU, je sais ce qu'il y a devant. Pour moi, c'est un porte-peu, le matériel. Et l'envie d'entreprendre, comment est-ce qu'elle naît? Alors, l'envie d'entreprendre, chez moi, elle naît très tôt parce que c'est quelque chose d'assez familial. Moi, mon père, depuis tout bas âge déjà, n'a jamais cessé de me dire que quand si on n'entreprend pas, c'est qu'on n'a rien fait encore, entre guillemets. C'est-à-dire que travailler, et ça c'est ce que j'ai compris et que c'est là où il est visionnaire aussi, parce que pour moi aujourd'hui, être salarié jusqu'à la fin de sa vie, c'est plus risqué qu'entreprendre. Parce qu'en réalité, vous arrivez à la fin de votre vie, vous êtes peut-être sortant à 65 ans, vous êtes proche de la retraite, et vous prenez conscience qu'en réalité, la retraite va être bien en dessous de ce que vous avez touché toute votre vie en termes de salaire. Et ça, parfois, c'est violent parce que les gens le découvrent très tard. C'est en ça que pour moi, entreprendre, c'est plus risqué. Quand on est jeune et qu'on entreprend... être salarié plutôt. Vous avez dit être salarié, c'est plus risqué qu'entreprendre. Être salarié, effectivement, c'est beaucoup plus risqué parce que quand on entreprend, et surtout quand on est jeune, on a cette latitude-là de pouvoir se tromper. De pouvoir se tromper, de rebondir, de le faire intelligemment, de le faire rationnellement, de le faire aussi avec sa famille, pourquoi pas. Cela dit, quand vous arrivez à la retraite, quand vous êtes entrepreneur, vous laissez un actif, soit à vos enfants, soit à quelqu'un que vous avez sélectionné, un autre entrepreneur qui est capable de reprendre votre bébé, entre guillemets, mais vous restez propriétaire de ce que vous avez créé. Et vos enfants, votre descendance reste propriétaire de ce que vous avez créé. Moi, j'aimerais savoir quel est le plus gros risque que vous avez pris dans votre vie d'entrepreneur? Le plus gros risque, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours considéré que prendre des risques, c'est normal. Donc, dans mon parcours professionnel, à chaque étape de mon parcours professionnel, ça a été un risque. Peut-être le plus gros risque, ça a été... les plus grands risques, puisque c'est ce que vous avez fait tout le temps. Oui, peut-être le plus grand risque, on peut considérer que c'est celui d'être rentré, parce que c'est vrai que je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2013, après une longue expérience professionnelle en France. Je suis sorti d'Accenture, qui est probablement le meilleur cabinet de conseil au monde. J'étais promis à une carrière... J'ai refusé une promotion pour rentrer. Mes managers chez Accenture me disaient... Bien sûr. Mes managers chez Accenture me disaient, mais Youssouf, tu te trompes et il ne faut pas que tu fasses ça. Et je leur disais, mais je rentre dans une boîte qui s'appelle Bloomfield à l'époque. Et à l'époque, Bloomfield, c'est une petite PME. Je veux dire, c'est pas beaucoup de clients. C'est dans une petite villa aux 2 plateaux. Bon, c'est encore... on se débat. Et quand je leur explique ça, les gars en face, ils ne comprennent pas. Mais c'était quoi vos motivations alors? Moi, je savais pourquoi je rentrais. Je rentrais pour entreprendre et notamment, bon, je connaissais bien le propriétaire de la société en question, donc qui m'offre cette perspective-là. Je lui dis, écoute, moi je rentre, j'ai besoin de m'exprimer. Donc le deal, c'est que effectivement, je pars d'un niveau qui est bien au-dessus. J'arrive avec un niveau salarial qui n'a absolument rien à voir avec ce que je gagnais à l'époque. Et je prends quand même le risque parce que je me dis, c'est là où je vais pouvoir m'exprimer. J'ai des possibilités, hein, j'ai d'autres possibilités, je peux rentrer dans d'autres grands groupes, etc. Mais je trouve ça dommage quand on sort à un relativement haut niveau, étant de la diaspora, de rentrer dans une zone de confort. Rentrer dans un petit périmètre où on vous dit, bon, on est directeur de département, vous avez un salaire relativement confortable et puis vous vous en contentez pendant de nombreuses années. Moi, ça, ce n'est pas le modèle qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu me dépasser. Et en rentrant dans une PME, ça me permet d'avoir énormément de latitude pour m'exprimer. Parce que quand vous avez un directoire, un comité directoire qui est composé de 3 à 4 personnes et qui a énormément de boulot à faire, mais, je veux dire, votre boss, il ne va jamais vous dire « mais ne fais pas ça ». Je veux dire, tout est bon à faire. Donc, naturellement, j'ai cette latitude-là chez Bloomfield de m'exprimer, de faire parler mes compétences et de me dépasser surtout. Et c'est en ça que le management qu'on a dans cette boîte-là est particulier parce que c'est rare en Côte d'Ivoire des jeunes à qui on laisse vraiment la possibilité de s'exprimer, surtout dans les grands groupes. Mais est-ce que par moment, vous n'avez pas de regrets? Je veux dire, avoir un bon poste dans une bonne entreprise, être bien payé et se retrouver, on va dire, pratiquement à la case départ, en train de tout reprendre, de chercher juste peut-être à faire valoir ses compétences, mais à côté, quand même, on a des besoins.
Est-ce que par moment, vous ne vous dites pas j'aurais dû rester, j'aurais pas dû prendre ce risque? J'ai pas du tout de regret, d'autant plus que... Bon, après, effectivement, je prends ce risque-là. Bon, j'étais extrêmement bien payé chez Accenture. Je suis moins bien payé ici, mais je vis bien. Parce que pour celui qui ne partage pas la vision, c'est franchement de la folie, quoi. Ah oui, il y en a qui considèrent que c'est de la folie. Moi, je considère que non. Aujourd'hui, la preuve en est que je ne me suis pas trompé. Mais je veux dire, à cette époque-là, je ne rentre pas non plus avec un salaire, je ne crève pas la dalle non plus. Donc ça va. Quand vous dites que vous ne vous êtes pas trompé, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez apporté à l'entreprise et comment vous-même vous avez réussi à mettre sur pied votre entreprise et la développer? Écoutez, entre 2013, mi-2013, quand je rentre chez Bloomfield et 2016, quand j'en sors, je veux dire, la société n'a absolument plus rien à voir. Et ça, c'est effectivement le fruit de toute l'équipe de direction à l'intérieur, de tous les staffs à l'intérieur, mais c'est très très peu de personnes. Donc c'est effectivement beaucoup d'efforts, autant que le porteur de projet, donc autant que le propriétaire de la société. C'est des efforts jour et nuit. Moi, j'ai travaillé tous les dimanches, et j'ai des témoins pour ça. J'ai travaillé tous les dimanches, sans exception, dès que je suis rentré chez Bloomfield jusqu'à ma sortie. Je ne compte pas mes heures quand je suis chez Bloomfield. J'ai toujours travaillé comme ça. Je ne compte jamais mes heures. Parce que pour moi, quand on commence à compter ses heures, quand on commence à avancer en reculant, entre guillemets, ben on n'avance tout simplement pas. C'est mathématique. Donc moi, quand je fais un truc, je le fais voilà, quand j'étais étudiant. Ça m'est arrivé de faire beaucoup d'autres métiers, mais très très peu valorisés, entre guillemets. Moi, j'ai fait la plonge, j'ai travaillé sur des chantiers, j'ai été gardien, j'ai été aide-soignant. J'ai fait tout ça pour me débrouiller, mais je l'ai bien fait. Bravo. Si jeune et déjà beaucoup d'expérience. Il me l'a dit, hein, ça ne le dérange pas du tout que je donne son âge. Il est âgé de 31 ans, il est de 1985. Il est marié, il est père de 3 enfants. Alors, Méliane. D'ailleurs, j'ai un petit mot pour mon épouse qui est quand même quelqu'un d'exceptionnel parce que faut dire que quand on entreprend et quand on se lance dans ce type d'aventure-là, même dans le milieu professionnel, les choix que j'ai faits parfois étaient des choix assez durs. Et quand on a quelqu'un à ses côtés qui est capable de vous soutenir à ce niveau-là, mon épouse n'a jamais bronché, m'a toujours soutenu, m'a donné toujours son avis, parfois pas d'accord, parfois d'accord, mais m'a toujours soutenu. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare de nos jours. Et moi, j'aimerais quand même saluer son attitude encore aujourd'hui. Donc déjà, en vous entendant parler, il y a quand même beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte pour être un bon chef d'entreprise. Donc il faut se donner quand même le temps. Enfin, je veux dire, sacrifier son temps en quelque sorte. Il faut aussi avoir le goût du risque. C'est bien cela. Est-ce qu'en dehors de cela, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Parce qu'ils sont aujourd'hui nombreux, ces jeunes qui ont envie d'entreprendre, mais malheureusement, ils ont un peu peur, on va dire, des échecs récurrents de leurs prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il faut exactement? J'en rencontre souvent. Hein. Vous savez, pour moi, quand on entreprend, il faut se dire les choses, on n'entreprend pas par défaut. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus. Des gens qui ne trouvent pas de boulot ou qui sont parfois, je veux dire, dans des conditions financières difficiles et qui se disent ben, « je n'ai pas le choix, j'entreprends ». Pour moi, on n'entreprend pas pour ça. Parce que quand on entreprend, au départ, de toute façon, c'est très très clair. Hein, il y a beaucoup d'entrepreneurs au départ qui ne gagnent pas d'argent. Et c'est quoi la raison fondamentale qui doit pousser une personne à entreprendre? Pour moi, quand on entreprend, il faut avoir déjà cette volonté-là d'avoir créé de la richesse, de se dire « moi, mon entreprise, elle va grossir, donc j'ai une stratégie pour essayer de la faire grossir, quitte à parfois faire des sacrifices sur mon propre salaire, sur mon propre confort, etc. etc. Mais j'ai cette volonté-là de créer une entité avec des gens à l'intérieur, donc qui sont payés parce que je les paye pour, qui vont faire grossir mon activité, qui vont faire rentrer des bons de commande, du chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Et quelque chose qui va grossir constamment. Voilà. Pour moi, ça, c'est quelque chose, je pense, que tous les entrepreneurs, théoriquement, partagent. C'est là où on ne peut pas, par exemple, se dire ben, « moi, je crée une entreprise pour faire rentrer du chiffre d'affaires et prendre ce chiffre d'affaires-là pour m'acheter tout de suite une voiture. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que le matériel, c'est quelque chose d'éphémère. Les gens ont l'habitude de courir derrière l'argent. Moi, je dis toujours aux gens, on ne court pas derrière l'argent. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas préparé à ça. Si on vous met 1 milliard de francs CFA entre les mains,
il y a de très fortes chances que dans 5 ans, on vienne vous retrouver au même niveau qu'aujourd'hui. Moi, sur moi, non. Moi, je là, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. Et ça, c'est au meilleur des cas. Sinon, c'est 1 milliard de francs peuvent encore vous défiguer plus qu'auparavant parce que vous n'êtes pas préparé. Ça peut constituer un danger pour vous. C'est ça. Il y a une statistique qui est très claire d'ailleurs sur ce fait, c'est que il y a quasiment 50% des gagnants du loto à travers le monde qui finissent ruinés. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des gens... La preuve, on a eu un fait insolite. En Grande-Bretagne. Voilà. Donc, c'est vous dire à quel point, en courant derrière l'argent, en fait, on ne résout pas sa situation financière, on ne résout pas l'entrepreneuriat, entre guillemets. C'est pas ça, entreprendre. Entreprendre, c'est courir derrière la grandeur de son entreprise, la grandeur de la structure qu'on met en place. C'est là où nous, Ivoiriens, souvent on se trompe parce que... Mais quand la structure grandit, on a de l'argent. Donc je dis que c'est toujours... Oui, mais je veux dire, c'est là où beaucoup d'entrepreneurs parfois restent dans leur zone de confort parce que dès qu'ils créent une entreprise et qu'ils ont les moyens de s'acheter une belle voiture, une belle maison, ils ne cherchent plus, voilà, ils prennent plus de risques. Pour moi, la vie d'une entreprise, il y a certaines étapes à passer. Et être une grande PME, le stade entre être une grande PME et devenir une grosse entreprise de la place, ben là, il y a une prise de risque quand même. C'est-à-dire que là, on dépasse son confort. On dépasse son confort. Alors, il y a des jeunes qui vont forcément se poser des questions et peut-être se dire, mais c'est trop idéaliste ce que vous êtes en train de dire. Nous, c'est parce que vous ne connaissez pas nos difficultés. Mais on souffre, il n'y a pas d'argent, il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper de la famille, du village. Et là, vous êtes en train de nous dire, non, on ne court pas derrière l'argent. Alors, on court après quoi ? C'est ce que je dis, pour moi, déjà, bon, ceux qui vont venir me dire que je ne connais pas leur réalité, pour moi, ils ne sont pas nés, parce que j'en connais. Et il y a 3 semaines, je vais vous citer l'exemple d'un autre héros de ma vie professionnelle, il y a à peine 3 semaines, parce que ma société investit beaucoup en immobilier, et je vais sur les chantiers, je fais une visite de chantier souvent, et je me rends compte que un des maçons qui bosse là, en fait, a priori, il dort là. Donc, je ne le savais pas. A priori, donc je fais ma visite de chantier. Il m'explique qu'il dort là. Le gars, il commence à travailler le matin avant tout le monde, parce qu'il dort là. Donc, il se lève à 6h, 6h30. 6h30, il a commencé le boulot. Il n'y a personne sur le chantier. Il finit après tout le monde. Après tout le monde. C'est-à-dire 20h. Le gars, il fait son boulot. Il ne se plaint jamais. C'est un gars très, très calme. Et quand il m'explique ça, je lui dis, mais pourquoi tu dors là? Il me dit, mais moi, j'habite à Gonzagueville. Donc, si je dois aller à Gonzagueville et revenir, je ne serai jamais sur le chantier. Pour moi, ça, c'est des gens qui ne courent pas derrière l'argent parce que sinon, ils ne feraient pas ça. S'ils couraient derrière l'argent, il irait, je ne sais pas, braquer, il irait faire autre chose, mais il ne ferait pas ça. C'est que quelque part, il a une certaine éthique et il se dit, dans le métier que je fais, aujourd'hui, il est dur, mais je peux grandir dedans. Et moi, ma responsabilité, quand je vois ça en tant que chef d'entreprise, c'est de faire en sorte qu'il ait les conditions pour grandir dedans. Merci beaucoup. Je vais dire, si vous permettez, c'est combien faut-il avoir pour commencer à entreprendre? C'est rien. Enfin, il y en a qui vont vous dire, moi, j'ai pas les... Non, mais c'est vrai, il y en a qui vont vous dire, j'ai pas les capitaux pour commencer. À côté de ça, je veux dire, les plus grosses boîtes de la place aujourd'hui, mondiales, hein, je parle Facebook, c'est des gens qui ont commencé dans leur garage. Donc, il ne faut pas se leurrer, on a besoin de rien pour commencer à entreprendre. Le premier frein à l'entrepreneuriat, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que dès lors qu'on se met des barrières, quand on se dit ben, ce domaine-là, il n'est pas accessible, ben, tout de suite, c'est un frein qu'on s'est mis, c'est une limite qu'on s'est mise. Moi, ces limites-là, de par l'éducation que j'ai reçue, elles n'ont jamais existé. C'est-à-dire que demain, si j'ai envie d'être architecte, je peux l'être. Demain, si j'ai envie d'être médecin, je peux l'être. J'ai aucune limite, en fait, si vous voulez. Et dans la manière dont je conçois le monde des affaires, pour moi, il faut entamer sa carrière, entre guillemets, dans le monde des affaires sans avoir de limite. Dès lors que vous avez une limite, c'est vous-même qui vous l'êtes mis, qui vous l'êtes mise. On a quand même été très heureux d'avoir sur ce plateau le plus jeune entrepreneur, le meilleur entrepreneur, le plus prometteur du magazine Force, un grand magazine. En tout cas, c'est difficile, hein? C'est difficile d'abandonner cet entretien, mais on est obligé, on est vraiment obligé. Et c'est lui qu'on voit à l'écran, n'est-ce pas? Youssouf Karus, le financier qui croit
en sa bonne étoile. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager votre expérience avec nous sur ce plateau. On est fiers. Je vous posais des questions pour bien comprendre, mais je vous regardais quand même avec beaucoup d'admiration. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de ce midi. Voilà, c'est donc terminé pour cette première partie. On va se retrouver dans quelques petits instants pour la suite. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi même? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, soleil, tu peux briller. Moi je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Une saveur exceptionnelle, un parfum gourmand, un appétit pour tous. Pour ma famille, je choisis toujours le meilleur. Ces moments-là, c'est Aromat Bouillon. Aromat Bouillon, savourez la grande cuisine. Fêtez Pâques avec Star Times. Retrouvez tous vos programmes préférés et profitez de Nina TV et Passion TV, les chaînes 100% telenovelas. Plongez au cœur des documentaires fascinants avec Nat Geo Wild et Discovery. Retrouvez toutes les stars du dessin animé sur Baby TV et TG et vivez en direct sur ST World Football les plus grands matchs des championnats européens. À Pâques, chez Star Times, le décodeur HD est à 4000 francs. Oui, à 4000 francs seulement. À ce prix-là, n'attendez plus. Appelez dès maintenant le 8 60 60. Star Times, profitez de la vie numérique. Sur le plateau de ce midi, avec nous dans ce studio, le collège Vincent, le leader de Yopougon Yangon Academy. Et aussi les cours du soir, le mérite de Bingerville. Merci de votre présence et c'est avec votre permission que nous allons partir pour Hashtag Bakwato. On retrouve tout de suite Alissa Arzina. Caroline, nous allons commencer avec Emilio le chanteur. Le chanceux, il s'appelle Grande Star Burkinabé, l'étoile montante du Burkina Faso. C'est la contraction en fait de chanteur et de chanceux. Oui, oui. Emilio le chanceux. En avance. C'est trop ça. Alors, Emilio le chanceux serait en couple avec une Ivoirienne. C'est évident. Tant que ça vient en Côte d'Ivoire, c'est que c'est bon. Tant qu'on prend toutes les stars de l'international, c'est que c'est bon. Ouais. Donc, Emilio, voilà, la semaine prochaine, je ferai tout mon possible pour vous envoyer une photo d'Emilio et de sa copine. Emilio qui est en tournée européenne en ce moment, qui est au Canada, qui ensuite partira aux États-Unis et tout ça. Donc, Emilio, on t'envoie plein de bisous et puis, voilà, prends une Ivoirienne, c'est important. Voilà. On part avec Emmanuel Adebayor. Emmanuel Adebayor et cette photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux cette semaine, c'est Emmanuel Adebayor dans son parking, voilà. Il fait sortir son matelas, il essaie de dormir là, tranquille. Oh, c'est bien. J'aimerais qu'on ovationne pour ça. Le truc, c'est que mon oncle à Benoît, il fait ça, mais il n'y a pas les voitures à côté. Sinon, il fait pareil. En tout cas, geste à saluer. En tout cas, moi, je vois beaucoup d'humilité. Il est humble. C'est quelqu'un qui a beaucoup de oui, il a une villa juste à côté. Il sort mettre son matelas dehors pour dormir. Moi, je pense que c'est signe d'humilité, n'est-ce pas? Franchement. C'est peut-être à cause d'une querelle qu'il est sorti aussi. C'est une grande villa. Il y a au moins 5 chambres, 10 chambres, 20 chambres. Tu as une querelle, il descend dans la chambre du bas. Pourquoi venir dormir en bas? Bon, en tout cas, Adebayor. Venez dormir en bas, dans le garage peut-être, et se prendre en photo. Pourquoi? Bon. Moi, j'ai pas de voiture. J'ai pas de voiture. Donc, quand je vois tout ça, oh, salut Adebayor, on t'embrasse, on te voit plein de bisous. On sait que c'est l'humilité, on le sait. Peut-être qu'il a renvoyé son gardien, lui, il est venu surveiller les voitures. C'est une option. Je trouve que
quand même un peu bizarre. Mais bon, on ne dira rien, c'est de l'humilité. Voilà. Elle a une voiture, elle souhaiterait en avoir une autre peut-être. Comment? Non, hein? Non, je passe. Je passe. On part avec Chris Brown et Rihanna. Selon nos sources, Chris Brown serait revenu avec Rihanna. Ils se seront remis en couple. Ah bon? Moi, le truc qui me tue, c'est que tu es avec un gars, tout se passe bien, c'est l'amour, et le gars, un matin, il te dit, c'est bon, tu pars. Dès qu'il voit que tu deviens belle, il revient. C'est quoi? C'est la sorcellerie? Qu'est-ce que tu reviens faire là? Tu viens m'achever? Hein? T'es parti, il faut partir? Je précise que Chris Brown avait porté main à Rihanna, au fait, c'est pour ça que c'était quitté et tout ça. Mais en ce moment, il ne suivait plus Rihanna sur Instagram. Et là, tout à coup, il a commencé à suivre Rihanna sur Instagram. Il a commencé à lui envoyer des messages et tout ça. Ouh, la sorcellerie, c'est pas seulement manger, hein. C'est aussi quitter les enfants des gens et revenir quand ils réussissent, hein. En tout cas, voilà. Ah, on va terminer avec... Là, c'est... Non. Je veux comprendre quelque chose. Là, c'est pour Rihanna ou c'est pour quelqu'un d'autre sur le plateau? C'est pour Rihanna. Ah, d'accord. On peut continuer alors. Merci beaucoup. On va terminer avec Beyoncé qui a réalisé... le rêve d'une de ses fans qui se nomme Ebony Banks, atteinte d'une forme de cancer rare, voilà. Et Rihanna a fait un FaceTime avec elle et tout ça. Et 4 jours plus tard, elle nous a quittés. Voilà. C'était vraiment son idole et tout ça. Juste dire que les plus grandes stars de ce monde sont vraiment des gens très humbles, au fait. C'est juste les personnes qu'on trouve avant de les rencontrer qui sont compliquées. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, Caroline. Merci beaucoup, Alissar Zena. Alissar qu'on applaudit très, très fort. Merci infiniment. Le vendredi dernier, vous le savez très bien, nous étions en compagnie d'un grand lutteur sénégalais qui nous a fait l'honneur donc de venir ici en Côte d'Ivoire, invité par la RTI. Et bien évidemment, ce monsieur de 2 mètres et de plus de 130 kg était assis là sur ce plateau. Il a répondu à nos questions, il a participé et vraiment aimé cette émission. Eh bien, un petit bout du bonus, on regarde ensemble. On va vous présenter soit des photos, des vidéos et vous les commentez. Si vous êtes prêts, on y va. Nous sommes dans le jeu des cases. C'est bon, on y va. Je pense à ces milliers de spectateurs sénégalais qui regardent la télé quand Mohamed Ndao faisait la lutte. Hey Mohamed, comment vas-tu? Ça va? Tu nous manques, hein? Il faut revenir, hein? Même encadrer et rester au firmament de la lutte parce que lui, ta présence quand tu viens à l'arène, ça peut drainer des foules, mais même si tu ne luttes pas. C'est une personne hors pair, c'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé un peu, mais je dirais que c'est quelqu'un qui a un grand cœur et quelqu'un qui se fait respecter. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de lutteurs aujourd'hui qui sont là, c'est parce qu'ils ont rêvé à un moment donné de leur vie de devenir comme Mohamed Ndao Tyson. Merci encore une fois de plus et big respect. Tyson, je n'étais pas si aspiré à vouloir chanter ou pas, ou mettre un pas dans le paysage sénégalais. Je me rappelle un soir, il est venu avec Manar. On parle, grand, il faut que moi fasse musique, quoi. Bon, il faut que je fasse un peu de son. Je dis, mais passe au studio, à la maison, on va s'amuser un peu. Effectivement, il est venu avec Manar un soir. Et donc, je ne me rappelle plus c'était sur quel titre. Et donc, je lui ai donné le casque et le micro. Moi, j'ai chanté. Bon, pour moi, c'était facile. C'est comme aujourd'hui, quand Tyson terrasse ses adversaires, c'est facile pour lui. Je lui donne le micro, mais il a essayé de partir. Il me dit, mais grand, affaire bi. Je ne peux pas. Bon, c'est juste un style. Hein. Voilà quoi, tu vois, il va avoir le courage de chanter. Mais dès l'instant que je lui donne le micro, on dirait que sa voix était bloquée. Comme il ne pouvait plus parler. Il me dit, mais... Et je me rends compte que c'était... Voilà quoi, c'était le stress ou quoi. Du coup, le micro lui a coupé carrément la voix. Et donc, Tyson n'arrivait pas à chanter. Bon, voilà quoi. Il a continué à parler. Finalement, je n'ai pas eu la chance de l'enregistrer. Sinon, j'aurais fait quelque chose de formidable à l'époque. On a eu Ella Djabadia, ensuite Ella Diouf et Ismaïlo pour cette anecdote. Oui, tout à fait. Je pense que c'est de grands amis. Amadou, je pense que c'est une personne qu'on ne présente plus. Il est champion olympique, médaillé aux Jeux de Séoul, en fait, en 88, comme le fameux 88 que je viens de raconter tout à l'heure. L'unique médaillé olympique du Sénégal, c'est un grand monsieur. Elhadj Diouf, mon cher ami Elhadj Ousseynou,
Déjà, il porte le même nom que mon père, Ousseynou. Mon père, il est Ousseynou Ndao. Et puis bon, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour lui aussi. Et l'artiste africain, comme on dit, Ismaël Lelo, qui est notre ami, comme il a dit. On l'aime beaucoup en Côte d'Ivoire. Absolument. Hein. Oui. C'est un grand monsieur, le Bob Dylan africain, comme on dit. C'est un grand monsieur, toujours correct, mesuré, tu vois, sens de la responsabilité et tout. C'est un grand, mais c'est un conseiller, c'est un ami aussi. Et il est l'ami, c'est l'ami aussi d'un ami qui s'appelle Manar Sall aussi. Vraiment, vous avez montré quand même des gens que nous avons d'excellentes relations. Qui comptent beaucoup des gens pour bien, vous. voilà, qui comptent beaucoup pour moi. Voilà. Je les remercie par rapport à leur... Et c'était l'objectif, vous faire plaisir, réussir à vous émouvoir. Et voilà, l'objectif est atteint. Merci beaucoup. Mohamed Ndao et Nagadef, tous les Sénégalais qui nous suivent en ce moment et en particulier Angel Da Silva, joyeux anniversaire à vous. Eh bien, nous allons poursuivre cette émission dans quelques instants seulement. Nous retrouverons Méliane Cuny et ce sera juste après cette page de pub. Alors ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier zongolier de Kim K? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'habiller. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Mais voilà, je disais tantôt qu'on allait parler d'une pathologie, la rhinothyleksomanie. C'est pas compliqué. La rhinothyleksomanie. Voilà. Oui, rhinothyleksomanie. Philo peut répéter? La rhinothyleksomanie, bon bref, elle peut... D'accord, merci beaucoup. Qui est l'action en fait de se triturer les narines. Triturer les narines. Oui. D'accord. On regarde l'image. Ok. Ah, c'est ça là. Tu vois, le réflexe que j'ai, c'est ça là. Justement, c'est un réflexe qu'on a tous de se nettoyer les narines ou se curer les narines. Ou encore se triturer les narines. Ah bon? Désolée pour ceux qui sont à table. Je ne vois pas bien sur l'image. Est-ce que vous pouvez... Il y a une autre photo. Ah là là. Je pense que cette image-là, vous comprenez mieux. En fait, c'est un réflexe qu'on a, on pense bien faire. On fait pas bien? Psychologiquement, ça traduit le fait de vouloir tout nettoyer. On aime être propre, on nettoie tout. Donc, généralement, les personnes qui le font régulièrement ont l'impression qu'elles veulent juste enlever des bactéries ou nettoyer. Des gens propres. Voilà. Mais avec la main droite. Il y en a qui font la main sans droite mouchoir. avec la main gauche, même pas sans mouchoir. Mais en fait, ils font sans mouchoir parce qu'ils se disent avec les ongles, ils pourront enlever des trucs. Après, ils vont les saluer. Mais le truc, c'est que vous ramenez des bactéries au lieu d'en enlever. Parce que la main touche tout, la main récupère des microbes et tout. Donc, au lieu de nettoyer vos narines, eh ben, vous les infectez davantage. Donc, c'est un geste à éviter. Qu'est-ce qui se passe quand les narines sont infectées? Vous allez détruire la muqueuse nasale. Donc, il y en a qui, finalement, n'auront plus de lien entre les deux narines. Oui, ça va ronger le truc à l'intérieur. Et puis, il y a des personnes, justement, qui mettent le doigt et ça peut ressortir de l'autre côté. Ah, ben voilà. Il faut faire attention. Donc, c'est vraiment à ne pas le faire. C'est vrai que ça fait du bien par moment. Le faire en intimité, c'est mieux. En public, vraiment, c'est dégueu. Non. Donc, vous le conseillez en intimité? Non, si vous voulez le faire. Il y a des dispositions quand même à prendre. Hein. Voilà, si vous voulez le faire des produits en pharmacie pour nettoyer les narines. Une lingette pour juste vous nettoyer quelques il paraît que c'est signe de politesse aussi. Généralement, quand vous avez une personne âgée en face de vous en train de vous donner des conseils pour montrer que, bon, souvent vous êtes là, tonton. Bon, généralement, c'est que les gens... C'est où ça? Quelle politesse ça? Voilà, maintenant, si ça devient une pathologie pour vous, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous en empêcher, ben, mettez simplement un peu de piment sur la main, je suis sûre que vous n'allez pas y arriver. C'est qu'il y a un problème. Et je voudrais justement inviter toutes ces personnes-là qui nous suivent et tout, si vous rencontrez des gestes bizarres,
Envoyez-moi les photos. Il est midi, camarade va sonner. Attends que nous attend à la maison. C'est ça. Et donc on a commencé en musique. Il est midi. Yao va sonner. Foufou nous attend. Ça c'est une autre version, hein. Aïe. Il est midi. Yao va sonner. Foufou nous attend à la maison. Voilà, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. C'est les derniers des classes là qui aiment les chansons. À partir de 12h. Merci beaucoup. Au revoir.